africaine. Tout de suite, le journal. Ce lundi 12 août 2024 entre le président de la République Félix Tshisekedi avec son homologue angolais Joao Lourenço. À l'issue de cette rencontre, la ministre des Affaires étrangères a rapporté que le chef de l'État a garanti la disponibilité de la RDC pour participer aux prochaines négociations du processus de Luanda lors d'un point de presse animé avec son collègue de l'Angola. Et puis à l'international, à la clôture de la séance du jeudi 8 août 2024 dernier, la capitalisation boursière de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique ouest-africaine a franchi 9 000 milliards de francs CFA. C'était là les sommaires, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Nous l'apprenons en même temps que vous. Samalou Kondé vient d'être élu président du Sénat. Il a recueilli 84 voix contre 9 pour son concurrent Jonas Mukamba. Il faut signaler aussi l'élection de José Kalala. Il a été élu premier vice-président du Sénat avec 91 voix. Et puis, je l'ai dit au sommaire, après les tête-à-tête entre les présidents Félix Tshisekedi et Joao Lourenço, ainsi que la séance de travail, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et de l'Angola ont tenu un point de presse. Je vous propose de suivre la chef de la diplomatie congolaise qui a fait la restitution de cette séance de travail. Nous avons eu un entretien dans le cadre de cette visite de travail qui s'est axé principalement sur le processus de paix et la recherche d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a saisi cette opportunité pour réitérer son remerciement et sa reconnaissance à l'égard de son homologue, le président Lourenço, médiateur du processus de Luanda, qui s'est mobilisé pendant plusieurs mois pour faciliter ce processus entre les parties différentes concernées. À cet égard, les deux chefs d'État ont salué l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 4 août et les deux ont réitéré et exprimé leur attachement ferme à ce que ce cessez-le-feu soit respecté et observé par toutes les parties signataires de ce cessez-le-feu. Les deux dirigeants ont aussi fait appel à ce que toutes les autres prévisions et tous les efforts en cours pour créer un environnement propice à la résolution durable du conflit soient maintenus. Et dans cet égard, le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré la pleine disponibilité du gouvernement congolais à participer à toutes les prochaines étapes du processus de Luanda sous les auspices du médiateur, son Excellence M. Joao Lourenço. Les deux ont aussi salué les événements récents au-delà de la région, à savoir aussi la mobilisation d'autres parties prenantes qui ont, à travers de nombreux offices, contribué à cet environnement propice et à l'accompagnement du processus de Luanda. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence et je vais maintenant donner la parole à mon homologue, son Excellence, M. Péter Andolé, s'il vous plaît. Obrigado, Sr. Ministra, minha colega, como disse a minha colega, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Leite, está de visita aqui na cidade.
Restons toujours dans le même chapitre. Accord de cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda. Selon le président Félix Tshisekedi qui a reçu son homologue angolais Joao Lourenço ce lundi à la Cité de l'Union africaine, la République démocratique du Congo garantit sa disponibilité pour participer aux prochaines négociations du processus de Luanda. Voilà ce qu'a rapporté la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, lors du point de presse qu'il a animé avec son homologue angolais Tete Antonio. Jojo Mulamba, qui était présent, nous fait le point. Nous sommes ici à la Cité de l'Union africaine où le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de recevoir son homologue angolais Joao Lourenço qui est arrivé à Kinshasa autour de 14 h. Le président angolais a été accueilli par la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Ici, les deux chefs de l'État ont eu un tête-à-tête de près de 50 minutes et de cette rencontre entre les deux chefs de l'État, il faut retenir que la République démocratique du Congo s'engage à trouver une solution durable au conflit qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et au terme de cette rencontre, il s'en est suivi les points de presse de deux ministres des Affaires étrangères, donc le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba, et le ministre des Affaires étrangères de la République d'Angola, Tete Antonio. De cette conférence de presse, on peut retenir que la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, à travers l'accord de cessez-le-feu qui venait d'être signé, s'engagent à mettre fin au conflit qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Je vous l'embrasse depuis la Cité de l'Union africaine. Je vous remercie. Autre chose, ce lundi 12 août, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, Jacquemin Chabani-Louko et Bruno Le Marquis ont fait le tour de plusieurs dossiers et thématiques en rapport avec le système des Nations Unies dans le cadre du programme conjoint d'appui à la police, notamment sur son aspect sécuritaire et son renforcement institutionnel. Au cours de cette première rencontre de prise de contact, les deux personnalités ont conversé sur l'appui à la réforme du secteur de la sécurité, surtout en ce qui concerne les activités opérationnelles sur les terrains. Suivez Bruno Le Marquis qui fait le point de cette rencontre. Le sujet qu'on a abordé, c'est la question de la protection des civils dans le cadre de la transition de la MONUSCO. Puisque une fois que la MONUSCO se retire, la MONUSCO qui a un mandat de protection des civils, une fois qu'elle se retire, quels sont les arrangements en place, quelle est l'approche post-MONUSCO, comme on l'appelle, de protection des civils. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire avec les institutions nationales, notamment le ministère de l'Intérieur, pour définir ce qui vient une fois que la MONUSCO est partie. Un autre sujet, ça a été le retour des déplacés, notamment au Nord Kivu. Comme nous le savons, il y a eu une trêve humanitaire et maintenant il y a donc le cessez-le-feu. Donc il y a beaucoup d'actions qui doivent être prises par les différentes parties prenantes, mais c'est vraiment important de planifier avec l'État et l'appui des partenaires le retour volontaire des déplacés dans leur zone d'origine, un dossier sur lequel le ministère de l'Intérieur joue un rôle très important. Ensuite, on a parlé de la prévention des désastres, ce qu'on appelle la gestion et la prévention des désastres, et puis de la réponse aux catastrophes, avec notamment le rôle de la protection civile, encore une fois. C'est très très important de toujours faire plus au niveau des États pour éviter que les aléas naturels, par exemple des grosses pluies, se transforme en désastre. Il n'y a pas de fatalité à ce qu'un aléa naturel se transforme en désastre, mais il faut que le pays se prépare, il faut que les infrastructures soient bien bâties, il faut qu'on respecte la loi, il faut bien aménager le territoire, etc., etc. Donc ça, c'est le dossier de la gestion des risques et des désastres. Et encore une fois, le ministère de l'Intérieur a un rôle clé à jouer avec d'autres ministères. Et les Nations Unies sont aussi là pour appuyer cette problématique. Voilà, on a fait un peu le tour d'énormément de dossiers pour lesquels des points focaux vont être nommés et puis les équipes vont se rencontrer. Très très réceptif puisque ça fait partie vraiment de ces problématiques du mandat du ministère. Donc une fois que les points focaux auront été nommés, il y aura le travail technique qui va suivre.
Le gouvernement s'emploie à attaquer de front les facteurs qui jouent sur la montée en flèche des prix des denrées alimentaires. Cette semaine, l'exécutif a annoncé que les efforts vont être décuplés pour obtenir sur le marché la baisse des prix des produits de grande consommation. Parmi les leviers sur lesquels le gouvernement entend agir pour préserver le pouvoir d'achat des Congolais figure l'ajustement des prix de produits pétroliers. Patrick Ilunga nous en dit plus. Les échanges transfrontaliers de 250 millions de dollars menacés par la fermeture des frontières RDC-Zambie. En effet, les relations commerciales entre la République démocratique... Le gouvernement va agir sur les prix des produits pétroliers pour permettre la baisse des prix à la pompe. 3 scénarios sont à l'étude pour aboutir à une réduction des prix sur le marché, ce qui aura forcément un effet d'entraînement significatif sur l'ensemble de la vie économique du pays en termes de prix des biens et services. D'abord, l'exécutif pense à l'ajustement des prix moyens frontières par le plafonnement du premium à l'équivalent en francs congolais de 100 $, ce qui pourrait engendrer une baisse de prix de 116 francs congolais, soit 3,4% de réduction. C'est le premier scénario. Le deuxième, c'est la suppression de la mutualisation et prise en charge des coûts de la logistique par unité de volume manipulé. Il débouchera sur une baisse de 177 francs congolais, soit 5,2% de réduction. Contre le troisième scénario, il s'agira de la combinaison de deux premiers scénarios qui entraînera une baisse des prix de produits pétroliers de 335 francs congolais, soit 9,8% de réduction. Le ministère de l'économie et celui des hydrocarbures seront activement mis à contribution dans cette politique. Mais le tout n'est pas seulement de toucher au prix des produits pétroliers sur le marché économique, le taux de change est aussi capital et sa maîtrise peut être décisive dans la stabilisation des prix sur le marché. Cette semaine, le comité de conjoncture s'est penché sur la question de stabilité du taux de change. Le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a décrié le fait que plusieurs opérateurs économiques se sont donnés pour habitude de spéculer sur le taux de change. Ils anticipent sur une éventuelle dépréciation du franc congolais. Le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a décrié le fait que plusieurs opérateurs économiques se sont donnés pour habitude de spéculer sur le taux de change. Ils anticipent sur une éventuelle dépréciation du franc congolais, créant ainsi un taux parallèle au marché et au circuit interbancaire. Cette fâcheuse tendance est de nature à compromettre les efforts du gouvernement dans la stabilisation de la monnaie nationale. Et puis le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, appelle la population congolaise en général et celle du Haut-Katanga en particulier au calme, car les pourparlers entre le gouvernement congolais et zambien ont démarré depuis le dimanche pour aboutir à la réouverture rapide des frontières fermées par la Zambie suite à la série des mesures de rétorsion interdisant l'importation temporaire des quelques produits dont les bières, boissons gazeuses, ciment, clinker et la chaux. Des plus amples détails avec Dieudonné Bonali. Les échanges transfrontaliers de 250 millions de dollars menacés par la fermeture des frontières RDC-Zambie. En effet, les relations commerciales entre la République démocratique du Congo et la Zambie traversent une période de tension depuis la mise en place par Kinshasa d'une interdiction temporaire d'importation sur certains produits clés tels que les bières, boissons gazeuses, ciment, clinker et la chaux. Cette décision, prise par le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kaonga, le 26 juin et rendu public le 19 juillet 2024, vise à renforcer la protection de l'industrie locale et encourager la production nationale. La crise commerciale entre la RDC et la Zambie sera au centre incessamment d'une réunion bipartite entre les deux pays à Lubumbashi ce lundi 12 août 2024. La délégation zambienne est déjà à Lubumbashi, conduite par le ministre zambien du commerce. Cette rencontre bipartite est la résultante d'une crise commerciale née d'une part de la décision du ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku, interdisant l'importation de boissons gazeuses et d'autre part de la décision zambienne portant fermeture des frontières avec la RDC. Bien avant l'escorte de la délégation zambienne, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a tenu une réunion au bâtiment KBP et rien n'a filtré de cette rencontre. Entre-temps, les frontières entre la RDC et la Zambie sont hermétiquement fermées.
La fermeture des frontières entre la RDC et la Zambie, nous en parlons dans ce journal avec Dieudonné Boadali qui est intervenant ce soir. Bonsoir Dieudonné Boadali. Bonsoir Damani Mujinga, bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. Alors, nous parlons de la fermeture de frontières entre la RDC et la Zambie. Pourquoi le gouvernement congolais a pris cette décision? Bon, ce n'est pas une décision qui date d'aujourd'hui. Ça fait 2 à 3 ans que le gouvernement congolais est dans un vaste chantier de reconstruction du tissu industriel national. Et pour ce faire, beaucoup de mesures économiques sont prises sur le plan fiscal, douanier, pour favoriser ou bien inciter les investisseurs dans divers domaines à s'installer en République démocratique du Congo et surtout dans les Congos profonds. Il y a eu aussi des stratégies parmi lesquelles nous citons la création des zones économiques spéciales dont la première est située à Maluku, la plus grande commune de la ville-province de Kinshasa. Et toutes ces mesures portent déjà des fruits parce que il y a eu la création des unités industrielles, de nouvelles unités industrielles. Je vais citer par exemple à Kinshasa, vous avez Pepsi, vous avez Saphir Céramique et une autre entreprise qui est dans la transformation locale du bois congolais en produits finis pour produire des meubles et autres biens que nous avons ici. Il y a aussi l'idée de créer une zone économique spéciale à Mosienene, à l'est. Mais si vous regardez la carte industrielle de la République démocratique du Congo, vous allez voir qu'il y a des petites unités de production naissantes qui sont installées par-ci, par-là. Mais il se pose un problème. Le gouvernement a trouvé que ce n'est pas normal pour des produits pour lesquels nous avons un avantage comparatif. Par exemple, la farine de manioc. Vous êtes sans ignorer que le Congo n'importe pas la farine de manioc. Nous en avons en quantité industrielle, mais nous importons par contre la farine de maïs, plus précisément la semoule. Vous avez aussi d'autres produits, par exemple à l'ouest, c'est comme les ciments. Ce sont des produits pour lesquels nous avons des avantages comparatifs. Alors, pourquoi les importer encore? Parce que ça occasionne un manque à gagner des devises étrangères qui doivent nous permettre de stabiliser notre monnaie. Deuxièmement, il faut protéger l'industrie locale. Cela suppose qu'il faut protéger les emplois, parce qu'avec la création de nouvelles unités de production, vous créez de l'emploi. Il y a une fiscalité, l'État gagne dans les divers paiements des impôts et taxes. Maintenant, si vous laissez les autres produits bon marché entrer sur votre territoire national sans payer les droits des taxes, sans payer les droits des douanes, et ça va tuer en fait... Voilà, il y a une sorte de concurrence déloyale, ça va tuer l'industrie locale. Et avec le phénomène Bilanga, par exemple, qu'on retrouve dans les Katanga, où vous trouvez des personnes physiques et morales qui importent des quantités industrielles de biens, de grandes consommations comme les ciments, les bières, les boissons gazeuses. Et ces biens-là n'entrent pas par les voies autorisées, connues, officielles, que sont la frontière de Mokambo, Sakania, et vous avez Kasumbalesa. En citant justement ces produits, pourquoi justement avoir fait seulement le choix des boissons gazeuses, les clinkers et le ciment comme nous venons de le citer tout à l'heure? Si vous m'avez bien suivi, j'ai parlé tout à l'heure des produits pour lesquels la République démocratique du Congo a un avantage comparatif. C'est-à-dire nous en produisons suffisamment et cela ne peut pas occasionner les importations en masse des mêmes produits pour être consommés sur le marché intérieur. C'est-à-dire nous devons protéger notre industrie locale naissante, protéger certains investisseurs qui ont choisi pendant ce moment difficile, nous sommes en guerre, où d'autres investisseurs disent que non, je ne peux pas aller investir là-bas. C'est un pays où le climat des affaires est mauvais. C'est un pays où il y a tout le temps des bruits de bottes. Mais ceux-là qui ont choisi la République démocratique du Congo, leur seconde patrie, ils ont décidé d'investir des millions et des millions de dollars pour nous aider à produire sur place
des produits que nous importons à l'étranger. Mais je pense que cette mesure est la bienvenue, elle n'est pas mauvaise. Le problème s'est posé au niveau de la sensibilisation. En parlant de cette mesure, est-ce qu'elle est contre-productive? Est-ce que c'est pour lutter justement contre ces importations? Et quels sont les objectifs poursuivis par cette mesure? Ces mesures d'Amani Mujinga ne sont pas contre-productives. Vous vous souviendrez avec nous qu'il y a 5 ans, le gouvernement congolais avait pris la même mesure pour la partie ouest de la République démocratique du Congo en ce qui concerne les ciments gris. Vous savez que ces pays, on les construisait plus. Et que ce soit l'État, même les particuliers, même les privés. Il y a eu un moment où, avec l'avènement des contrats chinois, on a commencé à construire des infrastructures et ce mouvement-là a été suivi par la population et les privés. Et il s'est posé un sérieux problème de la quantité produite de notre ciment gris par rapport à la demande sur les marchés. Le gouvernement avait autorisé provisoirement aux importateurs de faire entrer les ciments de la Chine, de l'Angola et du Congo-Brazza. Et lorsqu'on a installé de nouvelles cimenteries à l'ouest de la République démocratique du Congo, vous avez Simco, vous avez PPC Barnett et d'autres, ça fait que la République démocratique du Congo est arrivée à satisfaire la demande interne dans la partie ouest. Et ça poussait le gouvernement congolais à interdire l'importation de ciments gris venant de la Chine, du Congo-Brazza et de l'Angola. C'est la même situation qui se présente maintenant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ouais. Si vous allez dans les Haut-Katanga, dans les Lualaba, même dans les Tanganyika, vous allez trouver des petites unités de production de l'eau minérale, des boissons gazeuses, des bières, pour ne pas les citer ici, pour ne pas faire les publicités. Maintenant, il se pose un problème des produits de contrebande. Entrent en masse à travers les différentes frontières que nous avons. Vous avez à Lufu, heureusement ça a été maîtrisé récemment avec l'installation de l'administration douanière et fiscale et de contrôle. Vous avez Mokambo, vous avez Sakanya, vous avez Kasumbalesa. Si vous allez aussi au nord du pays, vous allez trouver qu'à Beni, Kasindi, c'est la même situation. Le gouvernement n'est pas contre les produits zambiens. On veut simplement soutenir l'industrie locale et je pense que ce n'est pas une concurrence déloyale. Le pays a adhéré à plusieurs organisations sur le plan international. Nous sommes membres de l'Organisation mondiale du commerce, de COMESA et de plusieurs organisations sous-régionales. Je ne pense pas que la RDC cherche à vivre dans l'autarcie, à se replier sur soi, à ne pas consommer les produits venant de l'extérieur. Et exclusivement, cette décision a été prise pour protéger l'industrie locale naissante, surtout en ce qui concerne des produits pour lesquels nous commençons à les produire sur place. Il n'y a pas intérêt à les importer. Voilà. C'est juste une précision. Je termine par dire qu'au moment où tu présentes ton journal, le ministre national du commerce extérieur vient d'arriver à Lubumbashi, dans la capitale qu'il peut faire. Il va rencontrer demain, si tout va bien, son homologue zambien. Il s'appelle Chipoka Mulenga. Et face à cette mesure prise du côté congolais, la Zambie avait la répliqué en fermant les frontières. Selon nos sources concordantes, à Lubumbashi, les sacs de la farine de maïs est passé de 25 à 30 dollars américains. C'est pour vous dire que nous avons intérêt à gagner et aussi comme à perdre dans cette décision. Il fallait que le gouvernement aussi sensibilise la population et donner aussi les moratoires à ces importateurs. Par exemple, leur donner jusqu'en novembre, décembre ou janvier. À partir du 1er janvier, par exemple, 2025, nous n'allons pas plus importer ces produits. Voilà. C'est là où ça s'est posé un problème. Il s'est posé un sérieux problème de communication et de sensibilisation entre l'autorité nationale et les peuples que nous sommes. Voilà, merci beaucoup à vous, Dieudonné Bonali, pour ces éclaircissements. Merci aussi pour l'invitation. Soyons des patriotes. Nous devons soutenir notre industrie parce que c'est à travers elle qu'il y aura création d'emplois que nous avons augmenté notre produit intérieur brut, notre richesse nationale et au finish, tout le monde va se retrouver. Plus nous produisons, nous allons voir que notre monnaie va avoir de la valeur. Le seul moyen de donner de la valeur à notre monnaie,
c'est de produire, d'augmenter notre production nationale. On ne peut pas stabiliser la monnaie nationale par des mesures populistes ou bien en faisant des importations parce que celle-ci appelle à recourir tout le temps aux devises. Voilà, merci beaucoup Dieudonné Boinali. Poursuivons avec l'actualité à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. La ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique Noéla Ayeganagato a lancé un message fort pour la jeunesse. Les défis sont énormes mais unis et éveillés, nous le relèverons. Topesa RDC Chance, Poto Bongisa Yango doit être une nouvelle manière de réfléchir, a dit à la ministre de la jeunesse. Je vous propose de suivre ce message. Chers jeunes compatriotes, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la jeunesse, notre journée. Cette occasion est pour moi un moment important de réfléchir et d'échanger ensemble tout au long du mois d'août sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions ont trait à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à un meilleur accès aux services sociaux de base, à la participation au processus de paix et surtout au développement durable de notre beau et très cher pays, la République démocratique du Congo. L'avenir et le bien-être de la jeunesse congolaise ont toujours été et continueront d'être au centre des priorités de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends ici un vibrant hommage, et de l'action du gouvernement conduite des mains de maître par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, à qui je réitère ma très haute considération. En ce jour de célébration qui nous est dédié, je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international communiqué par les Nations Unies, je cite, « les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Par là, je tiens à interpeller chacun de vous sur notre application directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est « l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC ». Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. Il est temps de se poser cette bonne question, de savoir pourquoi parle-t-on de la guerre à l'Est alors qu'il s'agit simplement de la guerre en République démocratique du Congo. Mes très chers jeunes compatriotes, les défis sont énormes, mais de par notre éveil patriotique, nous les relèverons ensemble. Jeunes, sachons aussi compter sur nous-mêmes et changeons notre mentalité. Je crois fermement que nous avons le talent, les aptitudes et la résilience nécessaires pour impacter positivement notre présent et notre futur. En tant que ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, je ne ménagerai aucun effort en ce qui concerne la création des richesses à travers l'entrepreneuriat, la production et la consommation locale, la mise en place des solutions numériques pour faciliter notre quotidien, la protection de notre environnement et l'inclusion des minorités et des jeunes vulnérables au centre de mes actions. Dans les jours qui suivent, je vous invite à découvrir la campagne d'éveil patriotique dénommée Topesa RDC Chance, accessible à tous dans toutes les langues nationales, ainsi que d'autres actions au profit de la jeunesse congolaise sur l'étendue de notre pays, conformément au plan d'action du gouvernement Suminwa 2024-2028. Banduku, Bapangi, Banabeto, Bandeko Nangai, heureuse journée internationale de la jeunesse. Je vous remercie. Et
Et puis au Kasaï central, les prix des biens de première nécessité ne cessent d'augmenter dans la ville de Kananga et ses environs. Tous les biens de consommation coûtent excessivement cher à cause de l'impraticabilité de la voie ferrée reliant la province à d'autres régions de la RDC. Géopolis Télévision est allé à la rencontre d'un ancien agent de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, qui a servi à cette société pendant 40 ans. C'est tout naturellement qu'il a répondu à nos questions. Suivez donc ce dossier concocté par Francine Moukeba. Aujourd'hui, la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, et ses environs font face à une carence de denrées alimentaires et produits de première nécessité comme la farine de maïs à cause du délabrement de la voie ferrée, la principale voie d'approvisionnement de cette partie de la République. Ici, la ville dépendait des chemins de fer, en grande partie. Parce que c'est par les chemins de fer, on pouvait approvisionner la ville de part et d'autre. C'est-à-dire les produits vivriers qui sont consommés à Kananga provenaient des autres territoires, notamment le Bomweka, et de l'autre côté, si c'est Kanyama et ailleurs. Alors ces produits étaient transportés par la SNCC. Aujourd'hui que la SNCC n'est plus là, vous l'avez remarqué, le coût de vie est cher à Kananga, et il y a rareté des produits agricoles, il y a rareté des produits vivriers, et même certains produits de consommation, tels que les matériaux de construction, et même les produits manufacturés de Kinshasa, venaient toujours par le chemin de fer, à moins cher. Aujourd'hui, on emprunte l'avion qui coûte cher et ne peut pas prendre la quantité qu'il faut. Les chemins de fer revêtent d'une importance capitale dans le redressement socio-économique du Congo en facilitant la mobilité générale de personnes et de leurs biens tout en générant des revenus pour les trésors publics. La société est tombée parce que le côté ressources humaines, il a connu une défaillance totale, dans le sens que les agents ne sont plus là, les agents ont vieilli, les agents ne sont pas payés, il y a beaucoup de facteurs qui font que sans la main-d'œuvre efficace, quels que soient les investissements, actuellement il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'apports sur le plan technique, mais tout cela sans la main-d'œuvre efficace, sans la conscience, sans les ressources humaines compétentes, en tout cas tout ne peut pas aller. Mais l'état actuel des voies ferrées de la RDC mérite une réflexion profonde. Un ancien cadre de la Société nationale des chemins de fer, SNCC, basé à Kananga, explique les raisons de la faillite de l'entreprise publique. Comment faire pour relancer cette société? Selon l'interviewé, il faut le retour de la bonne gouvernance, le renouvellement de l'outil de production, la modernisation de la voie ferrée et le rajeunissement du personnel vieillissant. La SNCC n'arrive pas à remplir sa fonction, comme vous l'avez dit, la liaison entre les points de production vers les points de consommation, la liaison, l'intégration nationale et le développement, puisque le développement de ces pays a tourné autour de moyens de transport. Et la SNCC était parmi les grandes sociétés de transport qui ont existé. En tout cas, il faut revoir le tout de fond en comble. Actuellement, bien sûr, on remarque qu'il y a des efforts de la part du gouvernement pour pouvoir investir, pour chercher à renouveler. Mais du côté ressources humaines, là, je crois peut-être qu'on n'est pas très bien informé sur cette question-là. D'abord, c'est là où il faut commencer par renouveler, d'abord faire partir le personnel qui est là, dont la moyenne d'âge est de 65 ans. Alors vous comprenez qu'on ne peut pas travailler dans une société technologique à cet âge-là. Et puis les salaires et les autres avantages qui n'ont pas suivi. Alors à ce moment-là, s'il faut tout renouveler et appuyer l'action de la main-d'œuvre, on peut relancer, puisque le marché est là, les produits à transporter sont là. Il faut signaler que la voie ferrée entre Kananga et Ilebo est menacée de disparition à cause de nombreuses têtes d'érosion sur tous les trajets occasionnés par les dernières pluies diluviennes. Il faut signaler que la voie ferrée entre Kananga et Ilebo est menacée de disparition à cause de nombreuses têtes d'érosion sur tous les trajets occasionnés par les dernières pluies diluviennes. En sport, le stade de Martyrs est-il spolié? Et dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports, Didier Boudimbou, en visite d'inspection au stade des Martyrs, le samedi 10 août dernier, a découvert avec regret un site du stade de Martyrs où est construit une station-service, notamment, selon certaines sources, 2 anciens ministres des Sports seraient pointés du doigt dans ce dossier. Blaise Kouzola nous en dit plus.
Nos excuses pour ce désagrément. C'est ainsi que nous passons à la page internationale. La capitalisation boursière de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a franchi 9 000 milliards de francs CFA à la clôture de la séance du jeudi 8 août 2024, une performance louable qui s'améliore depuis plus de 10 ans. La BRVM ayant au moins de 8 mois cette année gagné environ 1500 milliards de capitalisation, soit une progression de 20%. Rachel Missenga au commentaire. La Bourse régionale de valeurs mobilières a franchi pour la première fois la barre de 9 000 milliards de francs CFA, soit environ 15 milliards de dollars américains. Des capitalisations boursières sur son marché des actions. Un record historique inédit qui vient couronner une décennie de croissance continue, preuve de la bonne santé du marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les développements financiers à travers le marché financier en Afrique est relativement très faible, mais l'on observe depuis quelques années l'intéressement que les entreprises ont à aller vers le marché financier. Donc il y a la BRVM au niveau de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africaine qui fait son chemin et ça marche à la fois les entreprises et les États. Une performance qui s'inscrit selon les autorités dans une série de progressions marquantes de la capitalisation boursière de la BRVM. Le seuil des 4 000 milliards de francs CFA avait été atteint le 13 décembre 2012 avec une constante évolution pour atteindre les 8 000 milliards de francs CFA le 12 septembre 2023. Par ailleurs, au moins 8 mois cette année, la BRVM a ajouté environ 1500 milliards de francs CFA de la capitalisation, enregistrant une croissance de 20%. La dynamique positive de la BRVM s'explique par les dynamismes de sociétés cotées, particulièrement dans les secteurs bancaires et des télécommunications. Notons que les réformes réglementaires majeures entreprises sur le marché ont contribué à renforcer la confiance des investisseurs. Une autre façon de vous informer, mesdames, messieurs, c'est avec la revue de presse. Bonsoir madame, monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa, c'est lundi 12 août 2024, Géopolis Hebdo titre Mukoko Samba, nous allons continuer les efforts qui ont été entamés. Le gouvernement s'emploie à attaquer de front les facteurs qui jouent sur la montée en flèche de prix des denrées alimentaires. Cette semaine, l'exécutif a annoncé que les efforts vont être décuplés pour obtenir sur les marchés la baisse de prix des grandes consommations. Parmi les leviers sur lesquels le gouvernement entend agir pour préserver le pouvoir d'achat congolais figure l'ajustement ô combien structurant de prix de produits pétroliers. Dans cette réunion stratégique, le VPM de l'économie, le professeur Daniel Mukoko Samba décrit le fait que plusieurs opérateurs économiques se sont donnés pour habitude de spéculer sur le taux de change. Cette fâcheuse tendance est de nature à compromettre les efforts du gouvernement dans la stabilisation de la monnaie nationale. Dans le même ordre d'idées, Africa News dit Vichère, le remède Mukoko. Pour le VPM chargé de l'économie nationale, ces mesures concernent le groupe de 9 produits importés, à savoir viande, volaille, poisson, poisson salé, lait en poudre, riz, maïs, huile végétale et sucre. Le VPM Daniel Mukoko a rassuré que leur mise en œuvre combinée avec les efforts en cours en vue de stabiliser la monnaie nationale par rapport au dollar américain va soulager le panier de la ménagère. Africa News et parlons éducation, le gouvernement balise la voie pour une rentrée scolaire apaisée. Prévu le 2 septembre prochain et menacé d'être émaillé de grèves sèches des enseignants et d'autres formes de protection
protestation pour réclamer leurs droits. Le gouvernement, qui a vu le mal de loin, a tenu à désamorcer cette bombe sur le point d'exploser en initiant les travaux de la commission paritaire. Une façon pour l'exécutif de baliser la voie pour une rentrée scolaire apaisée. Présente au lancement de ces négociations, la ministre d'État à l'Éducation nationale et nouvelle soutien, Raïssa Malou, a appelé les syndicalistes à faire preuve de responsabilité et de civisme durant les échanges. Ces assises nous donnent l'opportunité de faire le bilan des engagements passés, notamment ce pris en mars dernier, et de nous tourner vers l'avenir en préparant la rentrée scolaire 2024-2025, a relevé Raïssa Malou en rassurant dans la foulée de l'engagement du gouvernement à maintenir le dialogue constant avec le syndicat des enseignants. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est avec cette revue de presse rendue par Maryse Bolelli que nous mettons un terme à ce journal. Mais d'abord, je vous rappelle les différents titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu un tête-à-tête ce lundi 12 août avec son homologue angolais, Joao Lourenço. À l'issue de cette rencontre, la ministre des Affaires étrangères a rapporté que le chef de l'État a garanti la disponibilité de la RDC pour participer aux prochaines négociations du processus de Luanda lors d'un point de presse animé avec son collègue de l'Angola. Et puis à l'international, à la clôture de la séance du jeudi 8 août 2024 dernier, la capitalisation boursière de la Bourse régionale des valeurs mobilières de l'Union économique ouest-africaine a franchi 9 000 milliards de francs CFA. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. À la prochaine.